Fanny, je vais prendre un tout petit moment pour te présenter, mais je vais quand même t'inviter à ajouter, bonifier les informations puisque tu es toi-même certainement maîtresse de ta biographie beaucoup plus que moi. Mais merci beaucoup d'être présente avec nous. Merci aux personnes participantes et à celles qui vont écouter par la suite. Donc, on reçoit Fanny qui incarne et qui fait vivre vraiment les liens entre la philosophie et les arts. Donc, Fanny qui est artiste elle-même, elle s'engage depuis plusieurs années dans différentes initiatives d'enseignement et de médiation philosophique, notamment dans différents musées nationaux. Elle invite vraiment à penser, à réfléchir ensemble à partir d'œuvres d'art. Madame Brouillon ou Fanny aborde des thématiques centrales à l'existence humaine telles que la finitude, la liberté ou la beauté à travers ces espaces de médiation qu'elle crée. L'ouvrage qu'elle a co-élaboré avec Madame Gadea, je ne sais pas si je le C'est prononce comme ça. il faut, Mm. 50 activités pour philosopher avec ses enfants, témoigne vraiment de cet engagement-là et de cette invitation à philosopher qu'elle souhaite partager et démocratiser. Donc, c'est avec un immense honneur qu'on t'invite, Fanny, maintenant à nous partager et puis à témoigner de tes expériences. Je te donne la parole. Merci beaucoup, Amélie. Merci à tout le collectif là, pour cette invitation. Je suis très, très honorée, moi aussi, de pouvoir échanger avec vous tous. Effectivement, donc, ce sont des ateliers philosophiques que j'ai fondés et cofondés avec Angie Gadea, avec qui nous avons aussi écrit un livre qui se développe depuis plusieurs années maintenant, depuis 2018. Nos ateliers philosophiques et créatifs maintenant se développent dans plusieurs endroits, donc beaucoup les musées, les centres d'art. Et donc, il y a un peu deux volets, donc c'est un peu ça que je vais présenter pendant ce temps ici avec vous. Initialement, le premier volet, c'était un qui est assez classique, je pense, ou entre guillemets, mais qui est assez connu maintenant, de philosophie et de création, c'est-à-dire un pan il y a un pan de l'atelier qui est du dialogue philosophique et l'autre qui est de l'ordre de la création. Alors nous, on a choisi de plutôt faire des arts visuels et arts graphiques, arts plastiques. Donc ça, j'y reviendrai un peu tout à l'heure. Et en deux temps. Donc c'est pas tout à fait entremêlé. Il y a vraiment un temps de discussion, de dialogue et puis un temps de création. Et l'autre pan maintenant des ateliers Philomos, donc c'est le nom qu'on s'est donné, peut-être je vais le présenter très très brièvement. Donc Philomos, Philomousse en fait, Philomousse, le mousse c'est le moussaillon, c'est celui qui apprend l'art celui ou celle d'ailleurs qui apprend l'art de la navigation. Et au moment où on cherchait un nom, ça m'a plu de faire un jeu sonore avec ce mousse. Et j'ai mis les deux O pour que ça ne reste pas juste à mousse, parce que je me suis dit, bon, qu'est-ce que ça va advenir, cette histoire-là, si c'est écrit comme de la mousse. Donc, philomousse, philomos, on le dit comme ça. Ce sont des ateliers philosophiques, donc pour apprendre à naviguer. C'est un peu ça l'image qui m'avait plu, qu'on retrouve beaucoup dans la philosophie antique. L'art de la navigation, qui est une sorte de métaphore, une analogie avec la recherche par la pensée et la recherche philosophique. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de textes dans la philosophie antique, chez les présocratiques, par exemple, aussi, où il y a une comparaison entre l'art de la navigation, savoir faire avancer son navire et son bateau dans les tempêtes. Et les tempêtes, en général, qu'est-ce que c'est? Ce sont les passions ou tout ce qui peut nous empêcher tout à fait, ou en tout cas nous donner du fil à retordre pour penser, parce que c'était peut-être plus, ça avait tendance à être ce qui nous empêche de penser dans l'Antiquité, et puis après, beaucoup plus loin, par exemple avec Spinoza, on se rend compte que les affects sont à même de nous faire penser. Donc voilà, c'est un petit peu dans cette image-là que j'ai souhaité... on a trouvé ce mot, philomos. Alors je reviens sur les deux pans, donc il y a un temps philosophie et création, et l'autre pan, c'est médiation philosophique. Et donc ça se développe depuis quelques années maintenant, où là, c'est assez différent dans la mesure où sur le comment, il n'y a pas tout à fait un temps, ou pas toujours en tout cas, où on est en cercle et on a une question et on réfléchit, et un temps créatif. Là, il y a vraiment un temps de rencontre avec l'œuvre,
Ça peut être des rencontres avec un artiste, ça peut être des rencontres avec voilà, une série d'œuvres dans un musée. Et donc, on entre beaucoup plus dans le cadre de ce qu'on appelle la médiation auprès des structures culturelles. Et c'est-à-dire qu'on va emmener le public. Alors, c'est des typologies de public très, très différentes, parce que ça peut être des groupes scolaires. Pour grande partie, on travaille avec des classes de tous horizons et de toutes sections. Donc, ça peut être des secteurs professionnels qui n'ont pas du tout fait de philosophie, et bien souvent, c'est le cas. On travaille beaucoup avec ces classes-là. Beaucoup avec des zones d'éducation prioritaire, donc c'est-à-dire dans des quartiers et des zones périurbaines autour de voilà, telle ville où il y a peu de sorties scolaires, où il y a un peu moins d'accès ou de facilité en fait pour des activités ou en tout cas des sorties culturelles. Voilà, donc ça c'est pour le public scolaire. Et là c'est enfants, adolescents. Et puis, ça peut être aussi des publics sur inscription. Donc là, de plus en plus, on a le public adulte qui vient vers nous pour ces ateliers et qui s'inscrivent dans le cadre d'une programmation. Donc là, ça peut être pour une exposition temporaire, dans le cadre d'une programmation très scientifique et particulière, avec des cycles sur des sujets très, très dédiés. Là, par exemple, cette semaine, on travaillait sur la thématique de l'argent. Donc, on a proposé dans plusieurs médiathèques des ateliers philosophiques en posant la question quelle est la puissance de l'argent sur l'existence humaine. Et là, voilà, on fait toute une réflexion et après, là, pour le coup, c'était des ateliers philosophie et création, donc il y avait la création par la suite. Dans les musées, la médiation, ça c'est quelque chose qui est très intéressant, moi qui est venu petit à petit, un peu plus à la demande des structures qu'à ma propre demande, parce que on était parti sur un format qui était bien installé de dialogue philosophique et puis d'ateliers créatifs. Et à la demande du musée Rodin, voilà, c'est comme ça finalement au fur et à mesure que j'ai commencé à construire un parcours de visite et puis de réfléchir qu'est-ce qu'on vient faire. Si il y a déjà des visites avec des historiens de l'art et des historiennes de l'art, qu'est-ce que moi je vais apporter pour les groupes qui vont me suivre dans les salles. Et donc là, évidemment, le corpus, par exemple, sur lequel je m'appuie dans mes préparations, appartient beaucoup plus au domaine de la philosophie de l'art et à l'esthétique. Donc, c'est-à-dire, on peut, et en tout cas, on va se poser, et c'est comme ça que j'ai commencé, en tout cas, des questions qui sont peut-être un peu plus, qui appartiennent plus à ce champ-là. Donc, par exemple, la première question que j'ai posée pour un parcours de visite au musée Rodin, c'était imiter, est-ce copier? Est-ce que c'est la même chose que copier? C'était tout un parcours sur la question de l'authenticité en art, à la demande d'une enseignante qui m'avait dit, c'est une enseignante d'art plastique, qui m'avait dit, j'ai un problème avec mes classes, c'est que je me rends compte que les élèves, dès lors qu'ils ne réalisent pas quelque chose qui soit parfaitement en adéquation avec la réalité, ils dénigrent ce qu'ils font. Donc s'ils n'arrivent pas à représenter parfaitement un paysage, par exemple, ou aussi bien que le ferait une photographie, ils se disent c'est moche, c'est laid, ça vaut rien, quoi. Donc c'est-à-dire que l'évaluation esthétique, elle serait tributaire finalement d'une réussite technique à représenter quelque chose avec tous les outils, la technique, etc. Et donc l'idée c'était de faire une réflexion sur la beauté. Et est-ce que ce qui est beau, c'est ce qui est parfaitement imité de la nature, par exemple. Et dans le cadre d'Auguste Rodin, ça s'y prêtait bien, puisque c'est un philosophe, j'allais dire c'est un sculpteur, mais qui est aussi un penseur de la nature. Donc voilà, c'était toute une réflexion qui est assez finalement très classique sur la correspondance entre l'art et la réalité, entre l'image et l'apparence, et entre ce qui est et ce qu'on fait voir quand on est artiste. Donc la transformation de la matière. Voilà, ça c'était un premier parcours de visite qui s'est construit petit à petit. Et puis au fur et à mesure des années, maintenant au musée Rodin, ça fait peut-être 6 ans. Et donc ce sont des parcours de visite qui sont un peu différents. Je pourrais en parler éventuellement si ça intéresse certaines sur les autres parcours, mais j'ai proposé des parcours, par exemple, sculpture et poésie, avec des poèmes de Rainer Maria Rilke, qui était son assistant pendant plusieurs années. Donc, comment on fait correspondre la peinture et la poésie? Comment fait-on correspondre aussi le travail de la matière avec le travail de la pensée? Parce que chez Rodin, en tout cas, il y a le penseur. Donc, forcément, si on s'arrête autour du penseur, il y a déjà beaucoup à dire.
Et ça, c'est avec des groupes scolaires. Donc, c'est assez fascinant parce que pour beaucoup de ces ateliers, ce sont des adolescents qui vont pas ou très rarement au musée, qui ont, pour certains, ça dépend des classes, des pratiques artistiques, d'autres pas, en tout cas en art plastique, et qui vont venir du coup avec toutes leurs, voilà, leurs yeux ouverts, quoi, avec des yeux neufs sur ces œuvres. Et on fait de la philosophie, puisqu'on se questionne, enfin, je prépare un fil d'une œuvre à l'autre, je l'ai choisi, pour qu'on avance avec une question. Donc, tout l'enjeu, ça, quels que soient les ateliers de philosophie que je propose, c'est quand même d'avancer, et je pense qu'on est nombreux à le penser comme ça, mais à essayer d'évidemment penser une progression dialectique, je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais en tout cas de faire avancer une réflexion commune. Donc, ce n'est pas une œuvre qui chasse une autre, où on penserait autre chose à chaque œuvre, mais c'est vraiment que l'ensemble des œuvres nous permet d'avoir pensé pendant 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie, quelque chose. Et donc ça, maintenant, ça, je le propose dans beaucoup de musées. Et aussi, on m'a proposé aussi de venir dans beaucoup de musées pour des sujets très distincts, puisqu'au musée du Louvre, là, j'ai travaillé pendant toute une année sur la beauté, pendant 1 an et demi. Donc la question de la beauté idéale, la question du rapport de la beauté aux soins, et tout ce qui a trait à l'évolution de la question de la beauté dans les sociétés. Donc là, c'était des parcours différents pour chaque thème. Bon, voilà. Et qu'est-ce qui est intéressant avec ces formats-là, c'est qu'on a un support évidemment tout différent, puisqu'on est en mouvement déjà, bien souvent on est debout, on fait des visites. Alors au Louvre, c'est à 2 voix, donc il y a un historien d'art avec moi, on est 2. Et on est 2 à faire discuter le public autour des œuvres. Et on a un deuxième temps, donc c'est quand même quelque chose qui est assez exigeant parce qu'il y a une partie visite, 1 heure et quart, et il y a une partie débat, atelier, dans les ateliers du Louvre ensuite, où là, on s'installe et on reprend. Alors, on ne reprend pas le fil de la visite, mais je pose une question. Voilà, je pose une question, là, ça devient vraiment atelier philosophique. Donc, par exemple, là, donc ça, j'ai fait 1 an et demi sur la question de la beauté, et cette année, c'était sur l'engagement. Et donc, c'était pour le peintre Jacques-Louis David, il y avait une exposition temporaire. On a fait toute une visite, et après, dans les salles, j'ai posé la question, qu'est-ce qui nous engage? Donc, je vous donne cet exemple, mais pour illustrer qu'il ne s'agit pas nécessairement de s'en tenir strictement à des aspects de philosophie de l'art qui seraient liés à un peintre en particulier et à sa technique ou à son esthétique, mais que vraiment, l'idée, c'est qu'on va parcourir des œuvres avec en tête un axe, une question qu'on se pose, et voir comment ces œuvres elles viennent soit percuter, soit illustrer, soit en tout cas habiter ces questions. Et ensuite, comment on peut les rendre plus actuelles par la suite. Moi, c'est un peu ça qui m'a été demandé, en tout cas, et ce qui me va bien, c'est de faire en sorte que la question que je pose en atelier après nous permette de penser aussi notre monde contemporain et de ne pas rester strictement dans des questions d'interprétation de l'œuvre, par exemple. Mais maintenant que je travaille avec plusieurs, chez Philomousse, on est une petite équipe maintenant, et voilà, chacun a sa spécialité. Et il y a par exemple Bernard Sepp qui est vraiment c'est un philosophe de la musique, mais qui est aussi qui est un professeur d'esthétique. Et donc lui, voilà, il va avoir une approche qui est un petit peu différente de la mienne, par exemple, quand il propose l'atelier philosophique. Donc on pose une question qui nous correspond aussi, et qu'on sait qu'on va pouvoir porter avec le public. Voilà un peu pour ce format que je voulais illustrer. C'est aussi un format que je propose pour enfants dans les musées. Donc là, au musée d'art moderne, je propose par exemple des ateliers sur la mélancolie. Là, c'est nouveau. Et on va faire un parcours sur les émotions, quoi. Donc plus à la portée des enfants. Et pour les jeunes adultes aussi. Et là, on a proposé un nouveau format de médiation. Peut-être que ça intéressera certaines qui nous écoutent, mais je sais que c'est des choses qui sont un petit peu, voilà, enfin, qui sont peut-être un peu nouvelles dans les nouveaux formats de médiation des musées. En tout cas, j'ai proposé au musée d'art moderne de Paris de faire des ateliers pour jeunes publics. Alors, ces jeunes, c'est 18-30 ans, mais pendant la fermeture du musée. Donc, on va faire ça quand le musée est fermé, en nocturne.
pour être totalement seul face aux œuvres, avec pas de bruit, pas de passage, voilà. Et on va s'installer devant les œuvres, en cercle, assis, après avoir fait la visite, quoi, de plusieurs œuvres, pour se questionner sur ces mêmes questions. Donc c'est en lien avec la mélancolie. Voilà, donc ça c'est pour voilà, les exemples un peu, en tout cas, essayer de présenter quelles sont nos activités. On fait à peu près 80-90 ateliers, enfin moi pour ma part, 80-90 par an sur pas mal de thématiques différentes. La raison pour laquelle on voulait, en tout cas nous, avec Angie et puis avec maintenant les personnes qui travaillent avec nous, rester dans une démarche qui soit et philosophique et artistique, je pense qu'elle est déjà, il faut le dire, déjà par goût, par désir, par souhait, quoi. Et puis aussi, bien sûr, par une conviction qui est très, comment dire, qui est très entendue, mais qu'il y a un besoin peut-être de passer par l'agir après la pensée, et que la pratique artistique, même si c'est pas nécessairement le faire comme dans le cas d'un atelier de création, mais que ça peut être vraiment la visite finalement, donc être en action dans un musée quand on se déplace d'une œuvre à l'autre. Bon, le plus, il va y avoir quelque chose d'assez singulier qui se passe à ce moment-là. La vision, parce que finalement, même si on n'est que spectateur face à une œuvre d'art, on est quand même dans le cadre d'une expérience, c'est-à-dire qu'on va quand même avoir un ressenti, on va pouvoir l'observer, on va tourner autour de l'œuvre quand on peut, on va essayer de la dessiner si on a un carnet. Bon, voilà, tout ça, ça pose le cadre d'une expérience. Et quand on a l'atelier créatif, là, évidemment, encore peut-être plus, puisque là, véritablement, on a la peinture dans les mains, on a un certain nombre d'outils pour réaliser quelque chose. Donc, on a souhaité, en tout cas, et on poursuit ça, on poursuit cette expérience-là collective d'ateliers philosophiques qui prennent leur continuité, qui trouvent leur continuité dans un atelier artistique, donc dans une création très spécifique que là, ma collègue Angie et moi, on essaye de penser au maximum avant et de la mettre en exercice, voilà, pour les premières séances quand c'est une nouvelle thématique. Mais l'idée, c'est toujours d'avoir quelque chose qui ne soit pas une illustration, mais qui soit plus de l'ordre du symbole. Voilà, c'est ce que je dis assez régulièrement, parce que c'est ce qui me semble le plus juste dans notre approche, c'est qu'on essaye de pas tant chercher à illustrer ce qu'on a dit, que de plus rentrer vraiment dans le registre de l'expression et du symbole. Et donc, on va essayer de donner le plus d'outils possible pour que ça arrive. Voilà, donc plus que faire de l'art, on se dit, on essaye de plutôt être dans une forme d'action, d'agir, voilà, de proposer quelque chose qui mette en mouvement la pensée, et on le fait toujours dans cet ordre-là, donc atelier philosophique et créatif. C'est quelque chose que souvent on nous pose comme question, pourquoi pas dans l'autre sens? Ça peut très bien marcher, à mon sens, dans l'autre sens aussi, mais c'est vrai qu'on est plus à l'aise pour notre part comme ça. Sur les déclencheurs, alors c'est vrai que j'avais un petit fil comme ça en tout cas pour notre méthode, qui n'est pas très originale, je pense. La méthode, elle s'inscrit, en tout cas pour la méthode philosophique, dans la démarche de Lippmann et Sharp. Pour moi, c'est la communauté de recherche, c'est la méthode socratique. À la rigueur, je sais que pour ma posture, en tout cas, j'interviens davantage. Je ne suis pas tout à fait effacée. Je pense que les personnes qui viennent assister à mes ateliers le savent. Je veille bien à ne pas prendre toute la place, mais je prends quand même la place qui est celle de guide ou de médiateur, médiatrice à ce moment-là. Donc, je pose une question. Voilà, nous, on ne fait pas la cueillette de questions, on choisit des questions. Là encore, peut-être un peu égoïstement par goût, parce qu'il y a des questions qui nous habitent personnellement. Moi, dans mes lectures, il y a des moments où je me dis, cette question-là, je veux la poser, ou ce sujet-là, je veux l'aborder. Et donc, on le propose aux enseignants, par exemple, ou aux établissements avec lesquels on travaille. Donc, bien souvent, je pose une question, et sur tout ce qui est de l'ordre des règles, du cadre à poser, etc. Là, c'est très intéressant parce que c'est des questions que je trouve passionnantes. Comment on instaure un cadre de dialogue
sans nécessairement, en tout cas ça c'est quelque chose qui m'intrigue, mais sans nécessairement poser explicitement toujours ce cadre. Je vais essayer d'expliquer ça, mais en fait, le cadre dans lequel nous précisément on est, avec ces dialogues philosophiques et ces ateliers de philosophie, c'est une sortie scolaire, c'est bien souvent c'est ça, ou alors un projet pédagogique en classe, ou alors un cycle pédagogique fixé avec une médiathèque, etc. Bon, en tous les cas, c'est un moment un peu particulier. Et en essayant de sortir au maximum du cadre scolaire, j'essaye, moi, de ne pas arriver en disant, voilà, les règles, c'est ça, le dialogue philosophique, c'est ça, prendre la parole, vous allez faire comme ci et comme ça. Bon, s'il y a besoin, je le fais. Et on le fait habilement et on essaye de montrer que ça va être... il va falloir effectivement respecter un certain nombre de règles pour que ça se passe bien, pour qu'on s'écoute et pour que la parole soit bien répartie. Mais néanmoins, avec les années, là, je me rends compte que ce que je fais, c'est que je passe beaucoup de temps, et parfois pas beaucoup, ça dépend en fait du groupe que j'ai en face de moi, avec la question qu'est-ce que c'est la philosophie ? Qu'est-ce qu'on fait quand on philosophe ? Qu'est-ce qu'un sujet philosophique ? Et puis, dès lors que j'ai posé ces questions-là, souvent on est embarqué, donc en fonction de ce qui va m'être proposé. Mais là, en fait, je me rends compte qu'en fonction de certaines classes, je peux y passer 5-7 minutes, comme je peux parfois y passer 20-25 minutes. Donc ça mord, ça prend sur le temps du sujet du jour, de l'atelier qui aura été choisi. Et si je le fais parfois 20-25 minutes, c'est parce que je veux m'assurer que il et elle, toutes les personnes avec moi, ont bien saisi la nature de cette discipline, que si vraiment je vois qu'il y a besoin d'aller plus loin, ou si véritablement il y a du goût de l'autre côté aussi pour échanger déjà rien que sur cette question-là, j'y reste. Parce que je me suis rendu compte que plus je passe du temps là-dessus, ou plus en tout cas c'est assez clair pour tout le monde, et je le sens assez vite dans les premières réponses et les échanges qui sont faits avec cette question-là, moins j'ai besoin. Et même d'ailleurs, j'ai besoin absolument de donner aucune règle. Parce que personne ne va se mettre à me livrer ses souvenirs si c'est pas opportun, disons, ou personne va se mettre à plutôt être en conversation. Plutôt, il va y avoir une sorte de moment un peu solennel après ça, parce que la question qui vient au moment où je dis maintenant, je vais vous poser la question du jour, donc admettons celle que j'ai eue hier et avant-hier, quel est le pouvoir de l'argent sur l'existence humaine ? Alors, comme on aura bien déblayé ce que c'est qu'une démarche philosophique, peut-être aussi la distinction entre la philosophie, la psychologie, entre une question philosophique et une question de l'ordre de la physique, de la biologie, de l'histoire, etc. Et puis comment aussi les sciences s'entrecroisent, comment elles peuvent correspondre et se correspondre. Une fois que tout ça c'est posé, j'ai l'impression que du coup il y a quelque chose qui se passe au moment où je lance la question, où voilà, il y a assez peu de besoin de donner des règles. Voilà. Et néanmoins, je dis quand même que par moment, il faut pouvoir le faire quand tout simplement on sent que ça va plus vite de le dire aussi. Voilà, donc je voulais juste dire ça. Oui, on est déjà Je à 20 suis la minutes. règle que tu nous as donnée tantôt. Ouais, Donc, ouais, midi 26, tu peux poursuivre ça encore marche. quelques minutes. Très, très bien. Je m'étais noté aussi donc, par rapport à un petit peu les attentes, le cadre là, de ces échanges, les cibles et les objectifs éventuellement de ces ateliers. Bon, évidemment, là, je vais très vite là-dessus. Je pense qu'on partage toutes et tous ces objectifs-là. Bon, moi, j'en retiens deux. Il y a évidemment le combat contre les stéréotypes, les préjugés, etc. Donc ça, c'est très important, particulièrement en ce moment. Donc, quand même, un véritable travail pour la vérité, pour la recherche, pour la complexité aussi et pour le raisonnement. Donc, c'est tout un travail sur l'esprit critique, quoi. C'est nous, je me sens tout à fait ancrée dans cette démarche-là de formation à l'esprit critique. Donc, donner tout un tas d'outils et ça se fait au fil de ces dialogues-là, comme je pense bon nombre d'entre vous le savent très bien. Un autre objectif, peut-être qui est un peu moins nommé, je pense, mais moi qui est très clair, c'est le plaisir. C'est-à-dire, je pense qu'on pense quand même bien et mieux, peut-être aussi, dans un cadre qui n'oublie pas cette donnée-là. C'est aussi ce qui peut être accordé au plaisir et au goût. Donc,
comment ça se passe. C'est pour ça aussi qu'avec des œuvres d'art, il y a quelque chose qui est très profitable, disons, parce qu'on est aussi dans un plaisir esthétique et en même temps on se pose des questions et on questionne notre regard et on questionne la manière d'exposer une œuvre et on questionne peut-être notre rapport à l'œuvre d'art de manière presque universelle ou presque anthropologique. Enfin, tout ça, en fait, ça se passe bien parce qu'il y a aussi une notion de plaisir et de sensation. L'esthésie, c'est ça. L'esthétique, c'est vraiment une sensation, c'est un plaisir pris à la contemplation. Donc ça marche là. Pour les ateliers philo-création, le plaisir, on le voit très bien avec tous les groupes scolaires qu'on rencontre. Il y a un immense plaisir dès lors qu'ils se mettent à créer ensemble parce que tout à coup, justement, le cadre du dialogue et de la réflexion qui est assez intense quand même, on leur demande vraiment une attention très soutenue. Et ce cadre-là saute un peu et on les laisse après s'auto-organiser avec les consignes qu'on leur aura données. Voilà, mais aussi peut-être même finalement le fil de l'atelier philosophique, moi je me rends compte que même s'il peut y avoir des moments un peu graves ou des moments un peu, je disais tout à l'heure solennels, je sais pas, j'emploie jamais ce mot-là d'habitude, mais bon, c'est sorti comme ça, ou des moments en tout cas de réflexion, donc des moments où on est un peu intérieur. J'ai l'impression aussi que j'essaye d'une manière ou d'une autre d'avoir dans mes ressources toujours quelque chose qui est léger, parce qu'il va y avoir des choses difficiles, des choses sérieuses, beaucoup de choses sérieuses sur les sujets qu'on aborde, mais aussi d'avoir un peu de ressources légères. Donc je vais vous prendre encore un exemple, mais l'atelier sur l'argent avant-hier, j'ai montré des extraits de l'avare de Molière, la scène où Harpagon devient littéralement fou au moment où on lui a volé sa cassette, où il dit on m'a assassiné, mon pauvre argent, mon cher argent, mon pauvre ami, mon ami, je meurs, etc. Et donc il y a toute cette scène avec Louis de Funès. Bon, bah voilà, c'est un petit moment où tout à coup, après avoir parlé de tant de choses lourdes et difficiles sur la domination et le pouvoir de l'argent, on se met à parler du ridicule, de la farce. Et donc aussi d'un portrait du travers de l'humain vis-à-vis de l'accumulation et du désir d'accumulation. Donc, d'avoir quelques ressources comme ça. Mais c'est un peu, ça c'est aussi finir l'atelier avec quelque chose qui soit de l'ordre du plaisir parce que ça fixe aussi mieux dans la mémoire. Je pense que l'expérience, toutes les bonnes expériences sont quand même des expériences qui nous marquent en ce sens-là, quoi. Quelques petits mots peut-être très rapidement. Alors, si j'embraye là sur ce que je disais, bien finir l'atelier philosophique, par exemple, ça c'est intéressant parce qu'on ne peut pas tout à fait faire de conclusion. Je pense que ça, on est nombreux à se le dire et à le voir. Parfois, par miracle, ça arrive très bien, on fait une conclusion incroyable, mais parce que je sais pas, c'est l'alchimie du groupe qui fait qu'on arrive à retracer ce qu'on s'est dit. Et puis parfois, voilà, ça a avancé d'une telle manière qu'on ne peut pas tout à fait terminer. Et puis de toute façon, en 1 heure, on ne sait pas trop ce qu'on termine sur des grandes questions philosophiques. Mais l'idée, c'est quand même de bien terminer, c'est-à-dire d'arriver à quelque chose qui soit satisfaisant, de pouvoir se séparer à un moment qui est satisfaisant. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Et l'idée, c'est un peu tout est bien qui finit bien, dans l'idée d'appeler aussi au goût, à vouloir à nouveau philosopher ou à nouveau reprendre, ou à avoir envie d'ouvrir un livre de philosophie, donc c'est-à-dire susciter la curiosité, susciter l'envie, en fait, d'aller lire des auteurs ou d'essayer ou de renouveler cette expérience du dialogue en commun, du collectif, de ce qui se passe. Mais ceci étant dit, tout est bien qui finit bien, ça ne veut pas dire tout est mieux dans le meilleur des mondes, quoi. C'est pas, voilà, c'est cette idée plutôt d'essayer de créer un climat, en tout cas, qui soit agréable. Ça va avec l'idée d'un climat sécuritaire. Moi, je dis souvent, ça m'arrive souvent de le dire, mais c'était plus pour détendre l'atmosphère. Quand je vois qu'il y a un peu de la réserve à parler, ça c'est souvent avec le public adulte, par exemple, parce que je fais de plus en plus, depuis 3 ans, des ateliers pour tout public, notamment au musée du Louvre, parce que c'est pour tout public. Et donc là, il peut y avoir beaucoup de réserves, se dire tiens, mais qu'est-ce que je sais, comment je vais le dire, est-ce que je vais bien dire, est-ce que je vais savoir, voilà. Et donc de plutôt souvent je dis il y a un filet de sécurité.
Il y a un filet de sécurité. C'est une image, je le prends parce que quand on est en cercle, souvent je dis il y a un filet, regardez le vide là, il y a un filet en dessous. Donc souvent ça fait rire, mais c'est l'idée qu'on ne peut pas tomber très bas, hein, quand on se jette à l'eau. Mais évidemment que, en tout cas sur la sécurité, on en est tout à fait garant quand on fait ce métier-là. Donc c'est quelque chose qui est très, très, très fin. Il faut beaucoup, beaucoup de prudence dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit, et aussi énormément d'acuité sur des non-dits ou des implicites ou des choses qui peuvent être un peu à la limite, et de clarifier. Donc en fait, moi je sais que beaucoup de mon métier dans le vif, c'est-à-dire vraiment à l'instant T, pour des thématiques qui pourraient être un peu plus problématiques ou qui pourraient soulever des choses difficiles, tout ce qui est lié aux discriminations, aux préjugés, tout ce qui est lié à la question de la tolérance, par exemple, et en particulier en ce moment, je dois le dire, parce que là, on fait tout un cycle cette année en partenariat avec une association qui s'appelle Citoyenneté Jeunesse. Et on donne donc des ateliers dans énormément d'établissements scolaires d'Île-de-France sur la tolérance. Et on doit dire que cette année, on observe beaucoup plus de clivage, quoi. Et c'est à l'image de nos sociétés, hein, qui sont extrêmement polarisées, avec des montées d'extrême droite et de fascisme à peu près partout. Donc, sans grande surprise, on a aussi des discours qui ont tendance à se cliver. Donc là, d'autant plus, il faut réagir très, très rapidement quand certaines choses sont dites, ou quand elles ont l'air d'être dites même. C'est pour ça que je disais aussi de clarifier énormément, et donc de venir après argumenter. Donc là, tout est dans la préparation, et dans la préparation aussi du raisonnement où on va venir abonder pour contrer, par exemple, des fausses informations, ou des jugements, ou carrément des injures, ce genre de choses. Ce qui arrive très rarement, parce que là encore, quand on balise bien ce que c'est que la philosophie et qu'on est strictement dans cette démarche en général, on évite toute forme d'invective, quoi. Mais ça peut arriver sur ces thématiques-là, ça on l'observe. Et ça fait partie un peu du problème en ce moment, parce que je sais que ça faisait partie de votre demande aussi sur, voilà, pour présenter ce que je fais, mais quelles sont les éventuelles difficultés. Donc, là, on voit la une, hein, c'est qu'avec ce climat actuel, il y a de plus en plus de prises de parole voilà, qu'il faut pouvoir vraiment, pour lesquelles il faut se préparer, en fait. Donc des paroles, enfin, des choses dogmatiques, quoi, en fait, hein. Il faut beaucoup plus argumenter, parce qu'il y a de plus en plus, notamment par exemple avec le masculinisme. Nous, quand on fait un atelier sur la tolérance, on a de plus en plus d'affirmations et de choses sexistes qui sont vraiment affirmées, quoi. Donc là, ça c'est nouveau. Sur les 8-10 dernières années où je fais des ateliers philosophiques, après 90 par an, j'avais jamais entendu de choses sexistes jusqu'à maintenant, quoi, avec autant d'aplomb. Voilà. Donc ça, c'est nouveau. Voilà, je sais pas si je termine peut-être pas là-dessus quand même, mais je regarde je vais terminer, je vais juste faire une petite phrase pour terminer. En gros, je pense que quand bien même on s'inscrit dans une démarche philosophique et artistique, on a, je pense, je peux le dire au nom aussi de mes collègues avec qui on travaille, où on s'assure d'être plus ou moins en accord avec ça, mais on a vraiment le souhait d'être dans une démarche de formation à l'esprit critique, de formation à l'éducation aussi artistique et culturelle, donc mettre en lien les arts et la pensée. Mais très clairement aussi, il y a une dimension quand même politique. Je pense qu'aujourd'hui, on sent que ce qu'on fait n'est absolument pas neutre. Voilà. Et moi, je ne me sens pas être dans une démarche à vouloir être absolument axiologiquement neutre. C'est-à-dire qu'on pose des questions qui, là, vont mettre en branle quand même mais un peu notre position. Donc voilà, ça c'est peut-être quelque chose qui est, je pense, dans un monde qui irait peut-être un peu mieux, ou une situation de la société qui serait plus équilibrée, peut-être je dirais pas la même chose, mais là, voilà, on sent qu'il y a besoin d'aller vers certains sujets, par exemple, sans pour autant qu'on fasse de cours ou de leçons, c'est pas du tout ça, hein, mais c'est que les sujets qu'on choisit sont des sujets politiques déjà, pour l'essentiel. Là, à la Cité des Sciences, on a eu une commande, par exemple, sur le jardin.
Moi, je suis partie évidemment sur toute une réflexion sur ce que c'est que cultiver un jardin dans un monde où il y a des problèmes climatiques, où il y a un abandon aussi du lien au vivant, ou un manque de questionnement sur ce que c'est que vivre sur une terre qui a ses limites, quoi. Donc voilà, nécessairement, on part dans quand même quelque chose, c'est pas juste se questionner sur ce que c'est qu'un jardin, pas que ça. Bon, voilà, je vais peut-être m'arrêter là et laisser des questions s'il y en a. Merci.